Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une vague d'indignation internationale après les révélations exclusives d'Equinox Télévision sur la mort du journaliste camerounais Samuel Ouazizi, victime de tortures et services corporels selon des sources militaires, des organisations internationales, des leaders politiques, également des journalistes montent au créneau pour condamner ces actes barbares ayant conduit au décès de ce journaliste. Ils exigent également des sanctions à l'encontre des exécutants et des commanditaires de cet assassinat, selon certains confrères et autres organisations qui se sont ainsi exprimés. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Redoutant le pic de la pandémie du coronavirus, des médecins camerounais avouent que les ressources mobilisées jusqu'ici sont insuffisantes pour faire face à cette pandémie du coronavirus et optimiser la prise en charge médicale. Après avoir fermé une clinique privée engagée pourtant dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement se dit ouvert à associer des formations sanitaires privées pour faire face à la pandémie. Et dans ce journal, vous verrez comment l'OMS a effectué un rétropédalage après avoir suspendu les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. L'OMS annonce la reprise des essais cliniques et de Lancet, la revue médicale, qui également émet des réserves et prend la distance avec une étude controversée sur ce traitement. Vous écouterez ce soir le professeur Didier Raoul réagissant à cette attitude de l'OMS et la revue médicale britannique. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des réfugiés qui manifestent leur colère à Douala après avoir assiégé les bureaux du Haut Commissariat des réfugiés. Ils dénoncent le non-versement d'un appui financier mis à leur disposition par l'Agence des Nations Unies. Selon les manifestants, les responsables du HCR au Cameroun ont retenu leur argent sans explication. Leur sitting a donné lieu à de vives tensions. Reportage Equa Claude, Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. J'ai 5 ans. J'ai mon papier, voilà mes enfants, voici moi. Veuve, voici mon carte. Je suis veuve, je n'ai rien, même la nourriture, je n'ai pas. HM m'a demandé d'ouvrir le compte MT Money. J'ai ouvert ça, rien. Ici au Cameroun, on nous a proposé 10 000 francs, 670 000. On va où avec ça? Ils auraient souhaité manifester devant le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés à Douala, mais l'accès à l'édifice leur a été empêché par la police. Venus par plusieurs dizaines, ces réfugiés expriment leur colère après plusieurs mois d'attente d'un appui financier du HCR, décidé à leur bénéfice afin de leur permettre de faire face à la rareté des ressources qu'occasionne la crise du coronavirus. Les Nations Unies ont envoyé des centaines de milliards d'argent dans tous les pays africains comme européens. Et ce sont nos pays qui contribuent. Et chaque pays, on a remis l'argent au HCR de ce pays local. Donc pour donner aux réfugiés pendant la période de confinement. Alors, partout ailleurs, les gens ont perçu de l'argent, sauf au Cameroun. Le sitting est la conséquence de longues tractations infructueuses avec les responsables du HCR. Tractations portant par ailleurs sur le montant des fonds alloués aux réfugiés. Le HCR proposera la somme de 10 000 francs CFA à chaque bénéficiaire. Insignifiant, répondent les manifestants qui parlent d'une tentative de détournement de fonds. Mes frères camerounais, au Cameroun, est-ce que la plus, c'est-à-dire le loyer le plus faible de prix, est-ce que c'est 10 000? Même les carabotes, on ne loue pas 10 000. Et je suis sûr et certain que Genève ne peut même pas envoyer 10 000 à la famille des réfugiés. Les réfugiés proposent la somme de 170 000 francs CFA, s'appuyant sur les montants perçus dans d'autres pays africains. Jusqu'au départ d'Equinox Télévision, aucun responsable du bureau du HCR à Douala n'était présent. Joints au téléphone, ils assurent qu'un communiqué de presse sera publié sur le conflit. Au détour des échauffourées avec la police, une demi-dizaine de personnes ont été arrêtées puis libérées et des cas d'étouffement enregistrés. Face à l'insécurité grandissante dans la ville de Douala, la lutte contre la grande criminalité s'intensifie. Le colonel Pierre-Aimé Bikele, commandant la Légion de gendarmerie du littoral, et ses hommes ont stoppé un gang de malfrats engagé dans une opération de braquage et d'assassinat d'un homme d'affaires. La scène se déroule dans un hôtel situé dans le 5e arrondissement de Douala. Ces repris de justice s'apprêtaient à commettre un carnage dans un hôtel où logeait leur cible.
La filature des bandits a permis d'éviter le pire et de les neutraliser. Le récit des faits avec Xavier Foka. Le monsieur de la réflexion, s'il voulait lever la tête, il a dit que non, qu'il se baisse. Maintenant, comme lui, il avait d'autres boîtes de chargeurs dans la poche. Il a retiré une boîte de chargeurs, il a donné aussi un bail par faire. Un autre gang de bandits de grand chemin, neutralisé par la cellule de lutte contre la grande criminalité de la région du littoral. Le trio de hors-la-loi avait l'intention de braquer un client de cet hôtel au quartier Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville. Pour ce faire, ils mettent au point un scénario qui malheureusement ne fonctionne pas comme ils l'avaient imaginé. Étant assis dans la réception, il y a un monsieur en jaune, un jeune homme en jaune qui est venu me demander le prix des chambres. C'est-à-dire, il venait la sieste. J'ai dit 5002 heures, il m'a dit qu'il a 4000. J'ai dit non, c'est pas bon, c'est 5002 heures. On a échangé, bref, un instant pendant 20 secondes. Il est reparti. 1 minute après, ils sont venus à 3. Il était armé. Il y a un des gars qui m'a montré l'arme qu'il avait mis dans son pantalon. Un autre est venu là, il m'a tiré par le col de mon t-shirt, m'a mené au bar-restaurant, allonge-toi. Il m'a demandé où est la chambre 107. J'ai dit non, couche en haut au-dessus. Il m'a dit couche-toi. J'ai voulu regarder, un a marché sur moi, il a mis son pied sur ma tête. Il a sorti son arme, regardez si c'est chargé. Et après, il a resté chargé, il a remis le chargeur dans son arme, il a pointé ça sur moi. C'est où maintenant un des gendarmes qui était caché a mis feu. Le bilan de l'action menée par la cellule de lutte contre la grande criminalité de la Légion de gendarmerie de la région du littoral est sans appel. On neutralisait effectivement le premier braqueur qui s'apprêtait à faire usage de son arme. Le second a été blessé et il y a un troisième qui malheureusement s'est échappé, simplement parce qu'on a voulu préserver la population qui est arrivée en masse. L'intervention doit sa réussite d'une part à une filature bien menée depuis des mois et d'autre part à la collaboration du personnel de l'hôtel. Nous avons reçu un renseignement précis qui faisait état de ce que ce groupe viendrait braquer cet hôtel. Et nous avons investi les lieux avant eux. Au moment où ils sont arrivés, ils sont immédiatement passés à l'action. Et c'est sur ces entrefaits que les éléments du bureau de lutte contre la grande criminalité sont intervenus. L'identification des membres du groupe est bien aisée. Ce sont tous des repris de justice, bien connus. Il s'agit là d'un groupe de braqueurs qui est suivi par le bureau de lutte contre la grande criminalité de la Légion de gendarmerie du littoral depuis plusieurs mois. Parmi eux, celui qui est décédé d'ailleurs est un repris de justice qui est bien connu des services de sécurité et même du pénitencier de la ville. L'opération a également permis de récupérer toutes leurs armes du crime. Ces 2 motos, ces blousons, un pistolet automatique, 6 munitions de 9 mm, un poignard. Les responsables de la gendarmerie nationale appellent les populations à plus de vigilance et surtout à la collaboration avec les forces de sécurité pour mettre un terme au grand banditisme. Voici à présent l'image de ce journaliste qui est décédé des suites de sévices corporels. Son sourire, il ne va plus le partager avec ses téléspectateurs d'une télévision régionale dans le sud-ouest, là où il s'exprimait en langue pidgin pour présenter les nouvelles locales et nationales. Samuel Ouazizi, arrêté le 2 août 2019 et transféré dans une caserne militaire. Selon ses avocats, il a subi des sévices corporels et la torture. Et selon une information exclusive d'Equinox Télévision, il est décédé après avoir été admis dans une formation hospitalière, notamment l'hôpital militaire à Douala. Depuis lors, ce sont des réactions qui ne cessent d'être enregistrées sur le plan national et international. Vous le voyez en image, l'organisation internationale Committee to Protect Journalists qui demande au gouvernement camerounais de confirmer cette information et de donner des réponses à la famille de Samuel Ouazizi, ses collègues, ses amis et la communauté internationale qui continuent de demander où il se trouve. Reporters sans frontières demande aux autorités d'ouvrir une enquête sérieuse et indépendante
pour faire toute la lumière sur les circonstances ayant conduit à la mort de ce journaliste. Information révélée en exclusivité par Equinox Télévision. Kawala, leader politique, elle aussi, elle a réagi dénonçant le fait que ce journaliste soit resté porté disparu depuis près de 300 jours sans nouvelles pour sa famille. Elle qui dénonce la disparition et le meurtre de ce journaliste. Le président du MRC, lui aussi, a réagi. Il condamne sans réserve les actes de torture et de traitement cruels, inhumains et dégradants qui ont entraîné la mort du journaliste Samuel Ouazizi. Le professeur Maurice Kamto exige que les responsables de ces actes, à tous les niveaux, y compris les donneurs d'ordre, soient identifiés, poursuivis devant les tribunaux et sanctionnés selon la loi camerounaise. Le syndicat des journalistes du Cameroun, qui a lui aussi confirmé la mort de ce journaliste Samuel Ouazizi, arrêté à Boya, dans la région du sud-ouest, il y a plus de 10 mois. Ses avocats ont multiplié les actions judiciaires pour essayer en vain d'obtenir des réponses sur les raisons de sa disparition. Rien n'a filtré jusqu'aux révélations exclusives d'Equinox Télévision sur la mort de ce confrère, Samuel Ouazizi. Dans le reste de l'actualité, la coupe croissante du coronavirus et des contaminations inquiètent des médecins au Cameroun. Ils redoutent un pic au courant du mois de juin 2020. Ils reconnaissent des difficultés dans la prise en charge médicale et font de leur espoir à travers l'annonce du ministre de la Santé publique concernant la disponibilité de nouveaux tests rapides pour effectuer des tests à une plus grande échelle et améliorer le traitement des malades et des cas positifs de Covid-19 enregistrés au Cameroun. Des médecins qui s'expriment dans ce reportage que signe Nadine Yambo. Du premier cas de coronavirus au Cameroun, la pandémie progresse à une vitesse fulgurante d'après des médecins avec plus de 6500 cas enregistrés en début juin 2020. Ce chiffre pourrait se multiplier par 3 d'ici les prochaines semaines. C'est du moins ce que redoutent les médecins au regard des faiblesses du système de santé. La maladie, elle est là, elle est bien fréquente. Nous sommes dans des hôpitaux qui se saturent, donc certainement le pic va être atteint au cours de prochaines semaines. Et la saturation des hôpitaux, c'est-à-dire le personnel qui sera surbooké, qui va être épuisé, le personnel soignant, avec le fait qu'on pourra avoir des difficultés pour accueillir, pour loger les malades, notamment les malades qui sont sévères, qui ont besoin de soins assez poussés, qui ont besoin d'oxygène. Ça, c'est ça le risque. Dans sa stratégie nationale de riposte, le gouvernement annonce l'acquisition de 100 000 tests de dépistage rapide antigénique. Ce nouveau dispositif permettra d'obtenir les résultats plus rapides des prélèvements effectués et placer les cas positifs sur traitement. Le deuxième test qui vient d'arriver, qui est le test rapide antigénique. Il s'agit de faire le même prélèvement. Le prélèvement nasal ou le prélèvement au niveau de la gorge. Et là, il est plus rapide. En une trentaine de minutes, on a un résultat. Donc, c'est un test qui est aussi fiable que la PCR. Il est peut-être un peu moins performant, mais il a une fiabilité acceptable en termes de dépistage de la maladie. Dans l'attente de l'arrivée de ce dispositif et sa répartition dans les districts de santé du pays et autres centres agréés Covid, les médecins reconnaissent que le plan de riposte souffrait d'une insuffisance de lisibilité et de traçabilité des cas les plus dangereux. On a un problème dans la régularité du testing, donc c'est un manquement qui peut faire qu'on n'ait pas des idées précises sur le moment du pic. Mais je pense que le test rapide, c'est un test qui peut se positionner au niveau des services d'urgence des hôpitaux ou des services de consultation Covid et qui va tout de suite permettre de faire un meilleur tri des malades et éviter la contamination des autres malades de l'hôpital ou alors du personnel de l'hôpital. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la prise en charge de cette pandémie dans notre pays. Au regard de son incapacité à assurer une prise en charge optimale de tous les malades de coronavirus, le gouvernement fait un rétropédalage sur sa décision d'exclure les structures sanitaires privées.
Selon le tweet du ministre de la Santé publique, 7 cliniques vont être associées dans la lutte contre la pandémie du coronavirus à Douala et Yaoundé. Cette mesure pourrait soulager les hôpitaux publics déjà débordés par un nombre sans cesse croissant de malades, d'après des médecins de santé publique. Et le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malaché, a précisé dans son tweet qu'il a soumis au Premier ministre une proposition de l'organisation de l'ordre des médecins du Cameroun, proposition pour 5 cliniques à Douala et 2 cliniques à Yaoundé de traiter le Covid-19. C'est du moins ce que révèle le docteur Manaouda Malaché, qui dit avoir soumis ces propositions de l'ordre des médecins du Cameroun au Premier ministre, à savoir la possibilité pour 5 cliniques à Douala et 2 cliniques à Yaoundé de traiter le Covid-19. Et c'est un coup de théâtre dans les milieux scientifiques. L'Organisation mondiale de la santé annonce qu'elle reprend des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine 9 jours après les avoir suspendus suite à une publication d'une étude dans la revue médicale de Lancet. Cette étude jugeait inefficace, voire néfaste, le recours à la chloroquine contre la maladie à coronavirus. L'objectif de la suspension annoncée par l'OMS était d'analyser les critiques formulées dans cette étude. Après un tollé de réactions, la revue médicale britannique a publié une expression d'inquiétude pour alerter les lecteurs sur le fait que de sérieuses questions scientifiques ont été portées à leur attention. En clair, la revue médicale de Lancet prend ses distances avec l'étude controversée publiée pourtant dans ses colonnes en fin mai 2020. À ce propos, je vous invite à suivre le professeur Didier Raoul qui a démonté pièce par pièce cette étude controversée qui visait pourtant à discréditer le traitement contre le coronavirus, à savoir le traitement à base de chloroquine. Au niveau où nous avons des données. Et donc, si on regarde cette fiche, on voit que, vous voyez, ça c'est tout le nombre de cas du Covid, c'est-à-dire de ce coronavirus chinois. Et si vous regardez, ça c'est les autres coronavirus qui circulent, et vous voyez qu'ils ont une répartition qui est exactement inverse. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui font les coronavirus épidémiques. Tous les ans. Ça représente un nombre incroyable. Il est vraisemblable que tous les enfants qui vivent en collectivité font au moins une fois par an une infection à coronavirus. Et donc, cette infection à coronavirus, jusqu'à présent, on considérait qu'elle n'avait pas grand-chose à voir avec le coronavirus chinois. Mais c'est pas vrai. Et donc ça, c'est un deuxième travail que nous avons, qui est en cours, qui montre que, vous voyez, ça c'est les gens qui arrivent avec un coronavirus chinois, et donc c'est leur sérum au moment où ils arrivent, ils n'ont pas d'anticorps, ça c'est le fond, et ça ce sont les anticorps qu'ils développent après 15 jours, vous voyez, avec cette technique, et une technique très très sensible qui est celle de Western blot. Eh bien, si vous regardez les gens qui ont eu une infection par HKU, et la même chose avec ceux qui ont eu le coronavirus 63, vous voyez qu'un nombre significatif d'entre eux ont déjà des anticorps contre le coronavirus. Et donc, ils ne peuvent pas être infectés par le coronavirus parce qu'ils ont une immunité avant toute cette épidémie. Et parmi ces sérums, il y a des sérums qui ont été prélevés avant le tout début de l'épidémie. Et ça a été trouvé par 2 autres équipes, c'est pas nous qui avons trouvé ça en premier, qui ont publié l'un une technique ultra sensible de détecter le problème. Donc le problème, c'est pas l'élite, le problème c'est qu'on s'est mis à détester l'élite. Et que donc il ne faut pas détester l'élite parce qu'elle fait beaucoup avancer les choses. Et on a fini par croire que ce n'était pas l'élite qui faisait avancer les choses, et c'est une erreur. Et donc il faut revenir. L'INSERM devrait se poser des questions quand, vous savez, la seule unité de l'INSERM de bactériologie qui était dans l'hôpital dans lequel est Delfrécy d'ailleurs, est partie, les deux sont partis en Suisse parce qu'ils en avaient marre de travailler à la licence publique de Paris, si vous voulez. On devrait se poser des questions. Quand vous avez le type qui est le meilleur, c'est bien, d'ailleurs il est rentré dans le conseil scientifique. Equinox Télévision qui a obtenu l'autorisation des équipes du professeur Didier Raoul pour rendre public ses multiples analyses sur la situation épidémiologique à travers le monde et son traitement concernant la pandémie de coronavirus, traitement fait à base de chloroquine. Et au Cameroun, les veillées funèbres et autres rites mortuaires sont désormais interdits dans la région du centre. Le gouverneur Paul Nasseri Beya exhorte tous les préfets à veiller au respect de cette interdiction dans le cadre de l'implémentation des mesures barrières à observer pour éviter la propagation du Covid-19 dans la région du centre. Dans le reste de l'actualité, 3e escale de notre série sur le Cameroun profond. C'est sur la route Ebolova-Akom de Kribi.
Les promesses d'aménagement routier suscitent une grande impatience chez les populations. Les travaux de reprofilage des routes sont insuffisants sur près de 170 km de route. C'est un enclavement total de ces bassins agricoles et industriels. Pourtant, les populations attendent depuis de nombreuses années le bitume et depuis lors, les usagers souffrent le martyre sur cet axe routier. Évocation dans ce grand reportage que signent Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Ebolova-Kribi, en passant par Akom 2, un axe sur lequel il ne faut pas s'aventurer, surtout en saison de pluie, comme c'est le cas en ce moment. De gigantesques bourbiers et d'effrayants nids d'éléphants dictent leur loi aux usagers sur près de 170 km, un véritable chemin de croix. Depuis quelques jours, des ronflements de moteurs annoncent la présence d'engins lourds. Ils sont visibles sur le tronçon qui va d'Ebolova à Akom 2. Il s'agit du dégagement des abords et de l'entretien de la route en terre afin de la maintenir dans un bon état d'exploitation. Un reprofilage qui précède la phase des grands travaux devant aboutir au bitumage de la route stratégique Ebolova Akom 2 Kribi. Les travaux, comme vous l'avez pu le constater, nous partons d'Ebolova pour Akom 2 et la suite on devra s'acheminer vers Kribi. Les travaux consistent à faire le reprofilage de la route existante. Ceci devant permettre aux populations riveraines de pouvoir se déplacer avec aisance. Ce commencement des travaux est déjà une victoire pour les populations riveraines qui ont suffisamment payé un lourd tribut du fait de l'enclavement de leur localité. Nous avons souffert pendant longtemps du manque de la route. Parce que vous savez, là où la route passe, le développement passe. Nous avons des producteurs, des travailleurs, mais à cause de mauvais état de la route et les produits se perdent. Dès que les gens arrivent, il nous manque. Quelqu'un doit faire ceci, tu fais ceci. 2 ans, 3 ans après, rien n'arrive. C'est ce que je peux vous dire, que regardez aussi que les gens du village souffrent. Nous souffrons. L'entretien en cours couvre déjà plus de 20 km en direction d'Akom 2. Des travaux rythmés par de fortes pluies qui arrosent la région du sud et qui, selon le sous-traitant de l'entreprise italienne ICM Construction, ne sont pas toujours vus d'un bon œil par tous les riverains. Parlant des difficultés, à proprement parler, pour le moment, le climat ne nous gêne pas. Nous avons aussi le matériel qui nous permet de bien poursuivre nos travaux. Il y a des populations qui sont accueillantes, il y en a qui ne sont pas accueillantes. On a fait le piquetage par endroits, tout qu'ils ont enlevé, ils ont jeté. Donc ont du mal même à nous accepter, se disent que non, on est en train de les rouler dans la boue et bon. Bien que l'on ne soit qu'au début des travaux de reprofilage, l'exécutif municipal d'Ebolova 1er nourrit déjà beaucoup d'espoir. Les signaux qui étaient jadis au rouge sont désormais passés au vert, un peu comme cette hirondelle qui annonce le printemps de bonnes nouvelles. Déjà, on attendait le début des travaux et vous convenez avec moi que le reprofilage que vous venez de voir est un début. Alors, on se dit que les travaux ont déjà commencé et au niveau, ou bien ce qu'ils sont en train de faire, nous donne vraiment espoir. Aujourd'hui, après ce reprofilage, je veux dire, on peut déjà circuler facilement par rapport aux jours antérieurs et arriver facilement à Kribi. Et nous savons que après cette étape, le bitumage va commencer. Donc, nous sommes satisfaits. On espère qu'il n'y aura pas d'arrêt. Le bitumage envisagé se fera en 2 tronçons. D'abord Ebolova Akom 2 sur 80 km, puis Akom 2 Kribi. Les retombées socio-économiques sont énormes, en ce sens que cette route va desservir le port en eau profonde de Kribi, désenclaver un des plus grands bassins de production agricole et agro-industrielle du pays, avec comme corollaire la facilitation de la circulation des hommes et des biens, puis l'écoulement des produits d'exportation et d'importation à partir du port de Kribi. D'heureuses perspectives que les populations des départements de l'Amvila et de l'Océan attendent de voir pour croire. Le goudron n'étant envisagé que dans au moins 3 ans, à partir du lancement des travaux de bitumage proprement dit. Les différents chantiers sont déjà installés. Quand je parle des chantiers, je parle du site où les manœuvres vont habiter, du site où on va déverser les gravés, tous les agrégats et autres. Donc tout est déjà prêt. Autant donc pour les riverains ne pas s'empresser et continuer à s'occuper utilement en attendant de voir le rêve devenir réalité 9 ans après la promesse présidentielle faite au comice agropastoral d'Ebolova. En quelques mots, c'est
les gens se plaignent tout le temps et se résignent même jusqu'à ne rien faire pour exploiter leurs dons. Voilà qui est bien dit. Dans l'actualité, la famille de Manu Dibango s'oppose à un projet de l'artiste Papillon visant à collecter des subventions auprès des autorités et opérateurs économiques en vue d'un éventuel hommage au célèbre saxophoniste. Dans un communiqué rendu public, la famille de Manu Dibango précise qu'aucune manifestation, aucune commémoration, ni un hommage n'est organisé actuellement en son nom. Appelant à la vigilance de tous, la famille de Manu Dibango fait savoir que la date des hommages sera connue en temps opportun. Un communiqué rendu public ce jour concernant le projet de l'artiste Papillon auquel la famille de Manu Dibango s'y oppose, estimant et précisant qu'aucune manifestation, ni commémoration, ni hommage n'est organisée en son nom à travers le monde. Un public reportage dans ce journal, la Société anonyme des brasseries du Cameroun, en première ligne du combat face au Covid-19 au Cameroun. Cette entreprise brassicole, entreprise citoyenne, a mené la phase 2 de son programme baptisé Élan de solidarité, qui consiste à offrir du matériel de protection et des denrées alimentaires aux couches vulnérables au Cameroun. Reportage. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus qui secoue le Cameroun et le monde ne freine pas la Société anonyme des brasseries du Cameroun dans son élan de générosité. Cette fois, c'est un forage d'une profondeur de 112 mètres, évalué à près de 22 millions de francs CFA, qui a été retrocédé à l'université de Douala, campus 3, par la Société anonyme des brasseries du Cameroun. L'idée est de fournir de l'eau potable à la fois pour des questions sanitaires dans le cadre du Covid, mais également parce que cette eau est potable dans le cadre peut-être aussi de l'alimentation en eau des étudiants, de manière à ce qu'ils aient le maximum de confort. Cette action, qui vient mettre fin aux réels besoins en eau potable dans cet établissement, entre en droite ligne de la stratégie RSE du géant brassicole, orientée sur 5 axes: éducation, santé, environnement, sport, agriculture. C'est dans le cadre de nos actions RSE, nous sommes également de grands recruteurs auprès de l'université de Douala. De bonnes conditions d'études feront que les étudiants que nous serons amenés à recruter auront eu toute la capacité d'acquérir un savoir-faire à la hauteur des ambitions du groupe SABC, qui est un leader et qui a besoin de recruter à haut niveau, et l'université de Douala. La cérémonie solennelle de rétrécession du dit forage, marquée par la coupure de ruban, a été l'occasion pour l'université de Douala de saluer cet engagement citoyen, une fois de plus, des brasseries du Cameroun. Sous réservation, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Le sentiment ou la réaction globale qui est celle de l'université de Douala, c'est une réaction très positive. Et le fait que les étudiants d'un établissement fassent la demande à une entreprise montre bien que c'était une préoccupation essentielle. Maintenant qu'une entreprise daigne pourvoir à cette demande-là, toute la communauté universitaire ne peut que s'en réjouir. Un sentiment de satisfaction partagé par les autorités administratives qui se réjouissent de ce geste, surtout avec cette extension d'un point d'eau à l'extérieur du campus pour alimenter en eau potable les populations environnantes. Le groupe SABC, vous! Le groupe SABC, vous! La SABC, société citoyenne, a bien voulu mettre à la disposition des populations un point d'eau potable. Il reste seulement à cette population d'en tirer le meilleur profit et nous ne pouvons que féliciter une fois de plus le groupe SABC. Pour stopper la propagation du coronavirus, le groupe SABC, première entreprise citoyenne au Cameroun, a également mis à disposition de ce campus 3 une station de lavage de mains d'une capacité de 1000 litres pour permettre à tous de respecter les mesures barrières essentielles dans la lutte contre cette pandémie meurtrière. Alios Finance Cameroun se mobilise dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette entreprise a elle aussi distribué des équipements, dont également aux couches sociales vulnérables, aux hôpitaux, afin de les soutenir dans le cadre de la lutte contre cette pandémie au Cameroun. Reportage. Alios Finance se lance dans la lutte contre le coronavirus. L'entreprise citoyenne a entrepris d'apporter sa participation au processus d'éradication du virus qui sème actuellement larmes et désolation à travers le monde.
Et quoi de mieux que de le faire aux côtés des hôpitaux? Alios, on va dire, s'inscrit dans l'accompagnement de ce qu'on fait dans notre pays. Aujourd'hui, nous vivons au Cameroun, comme dans le monde entier, une situation dramatique. Quand on vit un drame, mais quand on sait aussi qu'on peut se battre avec le corps médical, on s'est dit qu'il faut soutenir le corps médical dans ce qu'ils font. Les malades, le personnel médical, il faut que chacun puisse faire une petite contribution, au-delà des gestes barrières, une modeste contribution pour que les médecins sachent qu'on est avec eux, le personnel soignant sache qu'on est avec eux, et que tous ensemble, dans une chaîne de solidarité, en se tenant main dans la main, on peut combattre ce virus. C'est donc à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, à Douala, l'un des centres de prise en charge dans la lutte contre le coronavirus, que le DG de Alios Finance ainsi que son équipe ont démarré leur périple humanitaire. Le choix de cet hôpital, c'est d'abord le choix de l'État du Cameroun qui a dit qu'il faut qu'il y ait des centres spécialisés. Sur Douala, on a vu cet hôpital arriver. Je pense qu'on connaît un peu tous l'appui, le rôle, l'aide que ça a apporté à la population. Des lits d'hôpitaux complets, des masques, des gels hydroalcooliques, un matériel qui arrive à point nommé dans ce centre de prise en charge qui accueille actuellement de nombreux cas. Sinon, la majorité des patients attendent la pandémie dans la ville de Douala. Le geste qui est effectué par cette entreprise citoyenne nous va droit au cœur. Et ça nous permet de redoubler d'ardeur dans la prise en charge des populations, ce qui est notre mission première. Le gouvernement nous accompagne, mais le gouvernement ne peut pas avoir tous les moyens nécessaires pour pouvoir mener à lui tout seul cette bataille. Et des initiatives comme celle-ci sont vraiment les bienvenues. C'est d'autant plus que, je peux le dire ici, le choix de ce qui nous est apporté est très très judicieux. L'hôpital gynéco-obstétrique est le centre qui a accueilli le plus grand nombre de malades de Covid-19 graves au Cameroun depuis le 1er avril. Et la réanimation est le service par excellence pour la prise en charge de ces malades. Et les lits qui ont été apportés vont permettre à maximiser notre capacité de prise en charge et donner les résultats escomptés. Et nous disons un très très grand merci à Alios qui montre son engagement citoyen dans cette lutte, ce dont nous avons vraiment besoin. Merci. En plus de Douala, Alios Finance est également rendu à l'hôpital Jamo, à Yaoundé, à l'hôpital régional de Bafoussam, où des dons de la même amplitude ont été faits au grand plaisir des responsables de ces centres hospitaliers. Des dons qui prouvent à suffisance le désir que nourrit Alios Finance à voir le Cameroun débarrassé totalement de la pandémie à coronavirus. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Samuel Ouazizi est mort. Information exclusive révélée par Equinox Télévision. Il est décédé des suites des sévices corporels et autres actes de torture qu'il a subis lors de son incarcération et son arrestation à Buea. Selon les informations qui nous parviennent, il est décédé courant 2019, d'après les nouvelles informations d'Equinox Télévision. Et depuis l'annonce de cette information exclusive, c'est un tollé de réactions. Vous avez suivi dans le journal les réactions des leaders politiques tels que Maurice Kamto qui condamne cet acte de barbarie et qui demande au gouvernement des comptes. Également Kawala qui, elle, s'insurge contre le fait que la famille du concerné soit restée près de 300 jours sans nouvelles, sans savoir où il se trouvait et sans comprendre les raisons pour lesquelles il a été placé en détention au secret durant de nombreux mois. Les organisations internationales, elles aussi, sont montées au créneau, demandant au gouvernement des explications claires et des clarifications sur cette information qui circule, à savoir la mort de notre confrère Samuel Ouazizi. Plus de veillées funèbres dans la région du centre. C'est une décision du gouverneur Paul Nasseri Beya. Il instruit les préfets de veiller au respect de cette décision. Plus de veillées funèbres. L'objectif est de faire respecter
la distanciation sociale et les autres mesures barrières dans un contexte où la maladie à coronavirus ne cesse de progresser. Ce soir, le Cameroun enregistre 204 nouveaux cas positifs de Covid-19. Cela porte à près de 6789 cas positifs enregistrés au Cameroun. Certes, près de la moitié a retrouvé la santé, selon le ministère de la Santé publique, mais le Cameroun a déjà plus de 200 personnes qui sont décédées des suites de Covid-19, selon des chiffres officiels. Papillon Motanguigna veut rendre hommage à Manu Dibango. Et la famille de Manu s'y oppose. Elle a fait savoir dans un communiqué dénonçant le fait qu'il a une initiative, l'artiste Papillon, qui est en train de collecter des fonds auprès des autorités et acteurs économiques pour un hommage. Selon ce communiqué, la famille de Manu Dibango dit qu'elle n'a donné aucune autorisation pour une commémoration, un hommage ou tout autre événement utilisant le nom du célèbre saxophoniste, vous le savez, décédé des suites de Covid-19 à Paris, en France. La famille précise que les dates d'un éventuel hommage seront communiquées en temps opportun. Pour le moment, aucun hommage, aucune commémoration utilisant le nom de Manu Dibango, encore moins l'initiative mise en place par l'artiste Papillon. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.